3 invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Pierre-Alexis Dumont est avec nous, le directeur des investissements de Sycomore Asset Management. Bonsoir Pierre-Alexis. Bonsoir Grégoire. Mabrouk Chetouane nous accompagne, responsable de la stratégie de marché chez Natixis ICM. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Et Raphaël Thuin est également en notre compagnie, le responsable des stratégies de marché de capitaux de Tikeo Capital. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Grégoire. Bon, les enseignements de la publication de Nvidia. Alors on peut faire Nvidia, Salesforce, Engie aussi, ça peut être intéressant à regarder. Derrière les chiffres, ce qui est intéressant, c'est la réaction de marché. Comment on peut expliquer ? Est-ce qu'il y a une explication qui sort du lot qui permette de justifier que Nvidia perde aujourd'hui 5% par exemple après sa publication ? Fondamentalement, pour être honnête, il n'y a pas vraiment de justification. On a eu des résultats qui ont été splendides, une espèce d'ovni en termes de croissance de chiffre d'affaires, de profitabilité, 75% de marge brute, ça fait rêver. En termes de perspectives, effectivement, pour le trimestre prochain, qui ont été effectivement très bonnes aussi, donc globalement des résultats qui dépassent les attentes. Quand on écoute aussi ce qui a été dit par le management de l'entreprise, l'aspect qualitatif finalement des commentaires, globalement c'était très positif, très optimiste. Quand on regarde par exemple les perspectives de dépenses d'investissement, Nvidia les qualifie de très robustes, il ne voit pas du tout de décélération. On avait déjà cette notion lorsqu'on écoutait les autres grandes tech américaines qui parlaient effectivement de ces perspectives, mais on a eu la confirmation hier. Jensen Huang parle aussi de plus en plus de retour sur investissement qui commence à se matérialiser pour ces grandes dépenses d'investissement des grandes tech. Ça, c'était un facteur important. Oui, il y a du free cash flow qui est en train de partir en capex chez ces grandes tech, mais finalement, ce free cash flow va aussi permettre de générer de nouvelles profitabilités à travers l'IA. Tout ça est très positif. Donc finalement, fondamentalement, on a du mal à mettre le doigt sur ce qui cloche. Alors, il y a quelques points d'attention. On commence en particulier à voir poindre l'impact d'une concurrence nouvelle, AMD, les TPUs, qui effectivement commencent un petit peu à rogner certains business autour des data centers et des instruments de calcul pour le data center. Mais globalement, fondamentalement, il n'y a pas de raison. Il reste maintenant les autres facteurs, les facteurs techniques, les facteurs de sentiment, l'inquiétude d'un business model qui n'est pas nécessairement durable sur le long terme. Ces dépenses de capex, elles ne vont pas aller jusqu'au ciel à l'infini. Et de ce point de vue-là, on sent que le marché continue à s'interroger. On est globalement dans cette thématique de rotation autour de l'IA, autour de défiance. Et petite déception, les résultats de Nvidia n'ont pas réussi à changer ce narratif, en tout cas pour l'instant. Donc l'action baisse. Ouais, je comprends, mais c'est pas une boîte qui est valorisée non plus de manière excessive, en tout cas extraordinaire. La valorisation de Nvidia aujourd'hui reste relativement mesurée, Raphaël. Je vous trouve généreux. Moi, je la dirais même, elle est franchement pas chère, en tout cas comparée à son historique propre. On est au plus bas depuis 10 ans. Ça se paye plus 60 fois les bénéfices. Non, on paye en gros ce qu'on payerait pour le S&P. On paye ce qu'on payait pour Nvidia en 2019, quand c'était un pure player des jeux vidéo et des cartes graphiques. Donc effectivement, en termes de valorisation, on ne parle pas de bulle sur Nvidia. Le marché a bien en tête que ce business model ne peut pas être soutenable à l'infini, ou en tout cas que c'est 75% de marge brute. C'est un chiffre à l'instant T, mais que ce sera peut-être pas le même chiffre dans 3 ans, dans 5 ans. Ça se reflète déjà d'une certaine manière dans la valorisation. Clairement, c'est ce que vous dites des valorisations, et c'est d'ailleurs pas nécessairement ce que vous dit le management de l'entreprise, qui, elle, voit des relais de croissance, voit une espèce de pérennité dans cette tendance sur le long terme, commence un petit peu à nous parler d'autres projets autour de la thématique de la mémoire, avec des grandes annonces à venir, paraît-il. Donc manifestement, il y a une forme de dichotomie entre la photo fondamentale à l'instant T et les perspectives, dirons-nous, court terme, très positives. Le discours du management qui est enthousiaste et un marché qui reste sceptique, des valorisations qui le reflètent et donc peut-être des choses à faire pour les investisseurs. Bon. Alexis, on est à la confluence de l'analyse micro et quand même de l'analyse aussi un peu macro, parce que derrière Nvidia, c'est aussi toute une tendance qui se reflète. Moi, je dirais que niveau macro, il n'y a aucune remise en cause, à part que peut-être que l'accélération à très très haute vitesse des capex met en doute un peu la pérennité et la monétisation de ces capex. Donc, voilà. Donc là, ça joue un peu sur les multiples. Et après, vous le disiez, c'est-à-dire qu'il y a un point quand même, c'est qu'on est sur des multiples de haut cycle. Et donc des multiples de haut cycle, vous avez des résultats de haut cycle, vous avez des multiples de haut cycle qui sont des multiples bas. Ouais. Et donc attention à ça, c'est-à-dire que quand vous regardez par rapport à un historique,
Les marges il y a 5 ans d'NVIDIA, elles n'étaient pas du tout là. Et ce qu'anticipe le marché, c'est que vu le boom, à un moment ou à un autre, les marges brutes vont baisser, les croissances bénéficiaires vont baisser, et on ne sait pas trop. Mais donc le marché considère qu'NVIDIA est une entreprise cyclique. Parce que ça, c'est très typique justement des boîtes cycliques, de se dire qu'en haut de cycle, c'est pas le moment où on a envie de payer la société le plus cher. Voilà, vous avez pas envie de vous prendre la porte de Saline, c'est le classique. Ouais. Non, et donc vous avez ces inquiétudes-là qui sont déjà arrivées plusieurs fois dans l'histoire d'NVIDIA sur les 5 ou 6 dernières années. Il y a eu toujours des moments de doute. Tous les 3 ans, c'est une boîte qui divisait, dont le cours de bourse pouvait baisser de 50% à peu près. Et donc après, intrinsèquement, c'est une boîte cyclique. C'est une boîte qui est liée au CAPEX. Les CAPEX, c'est cyclique. Et donc, on est en train de découvrir que le luxe redevient cyclique. Voilà. Donc, il y a des moments où les cycles sont très longs. Ouais. Mais c'est une boîte cyclique puisqu'elle est liée à un flux de CAPEX. Et les CAPEX, c'est cyclique. C'est lié à la volonté d'entreprise d'investir. Et s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'investissement. Donc là-dessus... j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est surprenant vu des fondamentaux, mais ça, et des 75% de croissance et des encore 20 ou 25% de croissance. Cette lecture cyclique, elle peut expliquer effectivement la valo de NVIDIA aujourd'hui. Je pense qu'elle s'explique aussi par des caractéristiques techniques, c'est-à-dire que vous avez une concentration de la valeur ajoutée sur la thématique IA, sur les hyperscalers, et qu'aujourd'hui on est dans une phase de diffusion, et donc aujourd'hui on achète des pelles, on achète des IA enablers, voilà, et on achète autre chose, et on a une volonté, je pense, intrinsèque de diversifier les portefeuilles hors de ce périmètre, parce qu'on se dit, en effet, il y a une trop forte concentration de la valeur ajoutée. J'ai tout intérêt, en tant que gérant de portefeuille, à me diversifier hors de ce spectre, vers des enablers, vers l'Asie, qui est un concurrent crédible de l'IA américaine, et vers potentiellement d'autres secteurs. Vous avez aussi les matières premières qui... voilà, tout ça est assez lié, mais c'est vrai que la problématique... il y a des connexions à chaque fois avec la problématique de diversification chez les investisseurs, elle s'explique par la concentration sur l'IA et aussi le fait que vous ayez envie un peu de diversifier sans doute hors du périmètre des actions américaines. Alors, il y a question sur le cycle d'investissement, où est-ce qu'on en est, la soutenabilité, évidemment, de l'accélération des investissements qu'on observe, Mabrouk. Est-ce qu'il y a un problème aussi du côté de l'offre et de la capacité ? Je regarderai le transcript de la conférence, alors pas forcément avec Jensen Huang, mais avec la CFO de NVIDIA. Elle est assaillie de questions sur est-ce que vous avez suffisamment de composants pour délivrer, exécuter votre carnet de commande ? Est-ce qu'il y aura suffisamment d'énergie, etc. Est-ce qu'il n'y a pas ces limites en termes de capacité et d'offre aussi, qui peuvent freiner à un moment ces entreprises. C'est ce qu'on appelle en macro, un peu en théorie, c'est la satisfaction du côté coût. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un vrai problème aujourd'hui, une vraie question, et on le voit à travers un autre prisme. C'est assez drôle, je ne sais pas si vous avez regardé le dernier rapport sur l'inflation aux États-Unis. Sûr. Il y a un item, entre guillemets, une des composantes qui augmente de manière très nette, c'est tout ce qui est produit en fait électrique, tout ce qui est voilà, c'est ça. Ouais. Et là, on se dit, mince, il y a soit effectivement encore c'est un coût de l'administration américaine avec des tarifs, ou bien ça vient d'autre chose. Et en fait, non, ça vient d'autre chose. C'est une demande qui est très forte. Dans les mémoires, dans la mémoire vive, par exemple, on voit aujourd'hui, c'est des prix qui en quelques semaines peuvent prendre 50% pour le consommateur final. Donc tellement il y a une pénurie mondiale aujourd'hui. Il y a une pénurie. Donc pourquoi il y a une pénurie ? Parce qu'il y a un déficit d'offre et il y a une demande qui est toujours là, en fait. Et c'est là, en fait, où on a aussi, quelque part, une incompréhension, et je rejoins ce qui a été dit, c'est aujourd'hui que du sentiment. Et quelque part, ça me rappelle ce qu'on a vécu début 2025. Il y avait cette thématique de la fatigue autour de la tech. Ça a commencé de la même manière, et avec d'autres, effectivement, acteurs, DeepSeek, qui venaient, effectivement, jouer les troubles faits. Alors, pour moi, il y a effectivement il y a des concurrents potentiels. À mon sens, on n'est pas encore dans ce stade-là, on n'est pas encore dans ce stade où on a un marché concurrentiel, ça va être un marché en fait monopolistique, duopolistique. Alors qu'en gros, il y aura 2-3 acteurs et puis ils vont dominer le marché, un en Chine, un aux États-Unis, et puis finalement, ça va se passer comme ça. Et aujourd'hui, fondamentalement, quand on regarde la croissance des bénéfices, on aime bien regarder finalement décomposer la croissance des cours boursiers avec 2 contributeurs, croissance des bénéfices et la valorisation qu'on apparente un peu à du sentiment. Ce qu'on a observé l'an dernier, au moment où justement on avait cette désaffection quelque part temporaire vis-à-vis en fait du secteur de la tech, c'est que c'était
uniquement du sentiment, uniquement de la valorisation. Que ça. Et là, globalement, il y a fort à parier que c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Fondamentalement, dès qu'on a eu un pic de crise finalement avec Liberation Day, etc., qui nous rajoutait une couche, ce secteur s'est repris. Et ça a monté quasiment en ligne droite. Alors, pas évidemment pas avec les mêmes contributeurs par ailleurs, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils font partie de, entre guillemets, des moteurs de croissance de demain. C'est-à-dire qu'en gros, je disais quelque chose d'extrêmement intéressant. Le mode de production capitaliste était jusqu'à présent de l'énergie, maintenant c'est de l'énergie et de la puissance de calcul. Si vous n'avez pas les deux, globalement, c'est compliqué. Et globalement, il y a aussi quelque chose sur lequel j'aimerais rebondir. S'il n'y a pas de croissance, pas d'investissement, mais s'il n'y a pas d'investissement, pas de croissance. Donc en fait, le procès qui consiste à dire, au fond, ces gens-là ont trop investi, ouais, mais s'ils ne l'avaient pas fait, il n'y aurait pas de croissance future. Ouais. Donc à un moment donné, il faut se poser pour voir effectivement comment ça va, comment tout ceci va se monétiser, comment tout ceci va se transformer. Mais à mon sens, on est sur une réaction exagérée, un peu épidermique. Et quand vous voyez juste, par exemple, vous comparez, vous tracez le S&P Software juste divisé par le S&P 500, vous comparez la vitesse de la chute avec ce qui s'est passé durant l'éclatement de la bulle de 99. Oui. C'est même pas comparable. C'est-à-dire qu'en gros, la chute est encore plus vertigineuse. Ouais. Et c'est pour vous, on a effacé, sur le ratio, on a effacé 6 ans. Ah, mais c'est spectaculaire. Donc de-rating du software est spectaculaire. Voilà, 30% en l'espace de quelques semaines, c'est quand même un peu exagéré. Et est-ce que des boîtes comme Salesforce, comme Oracle, etc., vont du jour au lendemain disparaître? Ça paraît compliqué, vu leur implémentation dans les entreprises et vu finalement les barrières à l'entrée qu'elles ont fixées. C'est aussi ça en fait. Disparaître non, mais se payer plusieurs fois le chiffre d'affaires, plusieurs dizaines de fois les résultats. Peut-être que dans un monde avec d'autres solutions que le SaaS pour faire fonctionner les entreprises, peut-être qu'effectivement, c'est plus... mais encore une fois, c'est une question de multiples, quoi. Quid de l'adoption. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que ces entreprises adoptent effectivement ces nouvelles technologies, ces nouvelles solutions. Et pour le moment, on n'a rien en fait, on ne sait pas. Donc on est allé un peu trop loin. Et effectivement, celles et ceux qui ont, on va dire, un peu les reins solides et qui veulent peut-être finalement... il y a peut-être il y a déjà un moment d'opportunité, vous dites. On voit déjà que ça a arrêté de baisser. C'est une forme de... On est sur un plateau déjà. Ça fait 2 jours que les softwares baissent plus. Hein. Non, mais si. Ça fait 2 jours que ça baisse plus. Non, mais ça fait 2 jours que ça remonte. C'est-à-dire qu'en gros, 3 jours que ça rebondit. Voilà, donc en gros, ça baisse plus depuis à peu près une semaine et c'est là en train de remonter. Donc il y a peut-être effectivement à un moment donné quelque chose à faire. Bon. Ça nous amène, cette question de la rotation. Est-ce que c'était une parenthèse tactique ? Est-ce qu'on est déjà tenté pour des questions de valorisation, pour des questions peut-être de perception qui peut aussi évoluer, de revenir... Alors, l'univers de la tech en général, mais il faut le décomposer entre les fournisseurs de hardware, les fournisseurs de software, bien sûr. Est-ce qu'il y a déjà des opportunités à saisir ou à ressaisir dans cet univers-là, Raphaël ? Ou est-ce qu'on est toujours très à l'aise avec le reste du marché ? Et encore une fois, si la tech corrige depuis octobre, il y a plus de secteurs au sein du S&P 500 qui montent depuis octobre que de secteurs qui baissent. Donc il y a aussi un choix désormais beaucoup plus large qu'auparavant. Oui, il y a un élargissement du leadership qui est très sain d'ailleurs. En termes de performance, on avait besoin de voir d'autres relais d'alpha, de performance. Ça augure pas de la fin d'un bull market. Non mais... Alors, on pourrait même penser que ça donne une certaine forme de durabilité à la hausse. On ne pouvait pas avoir une hausse complètement concentrée sur une poignée de valeurs seulement. Là, aujourd'hui, on voit des relais de croissance, c'est intéressant. L'économie réelle a aujourd'hui 2 boosters de performance attractifs. D'une part, il y a la peur IA. Quand vous avez peur que demain une industrie puisse être disruptée comme les logiciels aujourd'hui, et vous faites le compte des industries qui pourraient peut-être être davantage immunisées, effectivement, il y a beaucoup d'industries lourdes, d'énergie, de cette vieille économie qui retrouve les grâces des investisseurs. Donc ça a été un premier facteur de performance pour la rotation. Deuxième facteur qui justifie la rotation, c'est cette idée qu'on a une macro qui globalement est porteuse, qu'il y a du stimulus, que c'est un bon moment, un moment aussi où on cherche à réindustrialiser l'Europe ou les États-Unis, d'aller se positionner sur des boîtes d'infra, des boîtes d'énergie, etc. Donc tout ça a bien porté la performance. Il y avait un troisième argument qui s'est un peu dissipé, c'était les valos. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on pouvait dire assez confortablement, non seulement vous avez ces 2 facteurs, mais en plus de là, vous ne payez pas très cher. Les valos, c'est un peu moins vrai aujourd'hui. On s'est quand même beaucoup renchéri. On voit en particulier, par exemple, comparé à la tech, parfois pour la première fois depuis des années, voire une décennie,
Par exemple, les industriels sont devenus plus chers que la tech. Même les biens de consommation quotidienne, les fameux staples aux États-Unis, sont maintenant en ligne avec la tech. Donc on se rend compte que l'argument Valo finalement ne tient plus. Mais c'est vrai qu'il y a des vents porteurs pour cette rotation. Ça diversifie le portefeuille, ça profite à l'Europe, ça profite dans une certaine mesure aussi à l'Asie. Donc tout ça est positif et de notre point de vue pourrait continuer. Reste ensuite l'éléphant dans la pièce. Qu'est-ce qu'on fait de la tech ? Comment on se positionne dans ce grand bazar de sentiments, de volatilité, avec cette idée, de notre point de vue, que sur les bénéficiaires de la tech aujourd'hui, il y a peut-être un point d'entrée. Que cette sous-performance, en tout cas, ces baisses de multiples très spectaculaires chez beaucoup de ces hyperscalers, chez Nvidia dont on a parlé, certains d'entre eux traitent encore une fois à des plus bas quasiment historiques en termes de valo. C'est attractif si vous pensez que oui, l'IA est ici pour durer, que c'est une méga tendance et que ces grands acteurs devront en bénéficier. Et si vous partez de ce postulat, alors oui, attention aux perdants de l'IA. C'est vrai que les logiciels... Le software, ça reste une no-go zone alors. Non, c'est pas une no-go. Il y a des choses à faire. Il y aura des gagnants. Désolé, c'est très ennuyeux ce que je suis en train de dire là, mais c'est vrai qu'il y a des barrières à l'entrée encore chez certains business autour de la donnée, autour de la verticalité de leur infrastructure, qui justifie qu'après moins 30%, on puisse y tremper les doigts. Mais attention. Il y a un business model qui a changé, une espèce de nuage noir qui se dissipera pas autour de ces boîtes de software. Et pour un Adobe qui traite à 11 fois les earnings, on a aussi quantité d'acteurs qui sont à plus de 20 fois. Donc, où on anticipe quand même de la croissance. Et ce scénario de croissance, il est devenu quand même beaucoup plus incertain. Donc, sélectif, mais globalement, attention à un moment où le risque software est partout dans le marché. On n'a pas envie, selon nous, de trop se précipiter. Ouais, je voyais que le PE forward du secteur des software, pour la première fois au moins depuis 10 ans, est plus faible que celui des semi-conducteurs. Ouais. Vraiment, un changement de paradigme, alors durable ou pas, c'est toute la question, mais le hardware, c'est la revanche du hardware, quoi. Depuis quelques années, maintenant. Non, mais il y a quand même pas mal d'externalités positives, en fait, parce que globalement, tout le monde parle de la tech comme étant finalement une espèce de monolithe, un truc, un bloc, etc. Mais vous avez évoqué le hardware, du coup, il y a les semi-conducteurs, donc effectivement, on en a parlé avec Nvidia, mais globalement, quand vous regardez effectivement la performance de ces deux sous-secteurs, ça a effectivement complètement largué le software. C'est-à-dire qu'en gros, ça continue de progresser, et les thématiques effectivement de contrainte d'offres et de poursuite de la demande, et ça ne s'arrêtera pas, a priori, vu finalement tous les investissements qui ont été réalisés, et certains parlaient déjà de, finalement, vous savez, de quelque part de consanguinité, finalement, en quelque sorte, de ces investissements. Mais à un moment donné, on peut aussi dire que c'est une logique de concentration aussi industrielle, donc, et ça, par contre, ça fait peur à personne. Donc, du coup, encore une fois, si on veut que certaines boîtes se développent, il faut peut-être que d'autres boîtes y investissent finalement quelques dizaines de milliards ou quelques milliards en termes d'investissement. Et globalement, il y a une zone qui va en profiter. On l'a évoqué brièvement, c'est l'Asie. C'est-à-dire qu'en gros, vous regardez la croissance des bénéfices anticipés pour les entreprises du KOSPI ou pour Taïwan. Alors, le KOSPI, c'est un peu flippant même. Donc, merci de le dire. C'est à 3 chiffres, donc c'est 3 chiffres de croissance. Donc bon, d'accord, je veux bien effectivement être positif, mais à un moment donné, il y a peut-être un peu d'exagération. Mais Taïwan, par exemple, ça talonne le Nasdaq. Donc c'est quand même pas mal du tout. Il y a quand même d'autres choses à faire ailleurs qu'aux États-Unis. Il y a la thématique de la tech qu'on peut jouer ailleurs qu'aux États-Unis. Sur 40 jours de trading, je crois que le KOSPI affiche 33 séances positives. Je crois que même dans une série de 40 jours du S&P 500, ça n'est jamais arrivé. Aujourd'hui, c'est encore une journée exceptionnelle. Pour la suite des annonces Nvidia. Voilà. Donc, c'est très Samsung et SK Hynix, essentiellement, qui pèsent une mais ce qu'on reprochait... la concentration du Nasdaq, on ne peut pas la reprocher, effectivement, au Sud-Coréen. Bon. Cette logique de rotation, est-ce qu'il y a déjà des opportunités à aller chercher dans la tech ? Tout va tellement vite que le de-rating a été tellement intense et profond. Est-ce que c'est déjà un moment de se poser et de regarder un peu ce qui s'est passé ? Oui, on est certain qu'il y a... Oui, parce que c'est un sell-off généralisé, indiscriminé, et je pense que... Self-first, think later. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Exactement. Après, on est passé de sociétés qui étaient des IA winners à des IA losers, avec des valorisations qui restent quand même, pas pour toutes, mais qui reste quand même relativement élevé, donc avec de la croissance anticipée à moyen terme. Et c'est vrai que ça diminue un peu les barrières à l'entrée, ça change un peu aussi le modèle de pricing.
Voilà, on sera peut-être rémunéré au token, plus à l'abonnement. Donc ça enlève de la visibilité, et cette visibilité que vous moins de récurrence, moins de récurrence, visibilité. et donc il y avait des multiples Tout ce qui élevés. faisait que ce secteur était un darling du marché. Voilà. Et donc maintenant, vous avez des multiples qui sont assez cohérents, avec des multiples de sociétés cycliques de qualité, mais cycliques. Ah ouais, changement de statut, quoi. Donc un sorte de changement de statut. Mais clairement, il y a à notre sens des opportunités, notamment sur toutes les activités un peu stratégiques que les sociétés voudront garder, sans doute internes. Voilà, vous avez quand même maintenant des grosses logiques de souveraineté, des grosses logiques d'indépendance qui sont pas là pour je comprends. Qui vont pas s'effacer demain. Voilà, qui vont pas s'effacer du tout demain. Je comprends. Et donc, voilà, des sociétés comme SAP et Enco, voilà, ça reste des sociétés sur lesquelles le business va rester. Donc on n'est pas à l'abri de voir un petit rééquilibrage de marché quand même. Oui, après, là où je suis complètement d'accord, c'est qu'aujourd'hui, on est dans des marchés de positionnement, et cette menace-là, elle va rester intacte tant qu'on a tous les 3 à 6 mois des nouveaux applicatifs détonnants. C'est pas tous les 3 à 6 mois, c'est toutes les semaines. On a l'impression toutes les 3 semaines. C'est ça voilà. le problème, c'est que si c'était tous les 3 à 6 mois. Et donc là, du coup, on va vous dire. Et là, on est dans des films d'anticipation. On parle de Matrix, de Bienvenue à Gattaca, de 1984. On veut faire ce qu'une note de recherche imaginer. comme celle de Citrine Research peut provoquer. Alors, est-ce que ça a été un déclencheur, un déclic, un prétexte? En tout cas, sur une journée, visiblement, ça a fait beaucoup parler. Ça montre quand même la sensibilité des investisseurs. Oui, mais c'est parce que vous avez des positionnements très. Oui, c'est ça, voilà. Très fort. Après, moi, ce que je trouve plus réel, c'est en effet à chaque fois qu'il y a des nouveaux applicatifs. Souvenez-vous aussi, là, il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, la baisse généralisée de toute la partie gestion de fortune. Ah oui, gestion de fortune. Sur le nouvel applicatif. Bien sûr. Et y compris en Europe. Hein. Un outil d'optimisation fiscale aux États-Unis. Comme ça, on découvrait les outils d'optimisation fiscale. Quoi. Et là, vous avez tout le secteur les Schwab, les Schwab, en Fineco, qui ont perdu entre 5 et 9%, et le secteur bancaire qu'on a perdu entre 2 et 5. Donc voilà. Donc là, on est dans des marchés comme ça. Ça tourne. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de mystérie. Donc il n'y a pas 40 méthodes. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la nécessité, comme vous le disiez, de se diversifier, donc de se diversifier sur toute la chaîne de valeur, de se diversifier géographiquement. L'Europe est aussi un vecteur de diversification, parce que là on est quand même moins IA-driven. Donc voilà, on a et on retrouve cet intérêt, et comme elle est validée par les marchés, a priori, elle va continuer. Raphaël, alors je vous embête toujours avec ça, mais c'est le crédit privé est une des grandes expertises de Tikehau Capital. Vous avez des équipes aux États-Unis. J'ai vu que le cofondateur Mathieu Chabran, alors j'ai pas eu le temps d'écouter son interview, il était sur Bloomberg, je crois, pour parler notamment là du private credit. C'est une très bonne interview. Alors très bonne interview que je vais consommer tout de suite après cette émission. Non, j'ai pas eu le temps d'écouter ce qu'il disait, notamment au sujet de Blue Hole. Qu'est-ce que les équipes Tikehau là sur place, spécialisées sur ces marchés de crédit, disent de la situation? Alors, il y a une forme de réalité autour du stress sur le crédit privé. C'est un stress de marché qui, effectivement, affecte le sentiment beaucoup en ce moment, avec quelques réalités. Une première réalité, c'est qu'il y a une forme de fin de cycle, cette économie en K, qui, dans certains secteurs, pour les petites entreprises, fait que c'est plus difficile de faire face à ces obligations, qu'on voit une forme de ralentissement des business, et que certaines entreprises souffrent aujourd'hui, et pour certains portefeuilles de crédit privé, c'est problématique. Donc ça, c'est une première réalité. Deuxième réalité, c'est qu'effectivement, le risque logiciel est très important chez beaucoup d'acteurs, y compris parmi ces BDC, ces fameuses entreprises de crédit privé cotées, où on voit parfois des portefeuilles à 20-30% de logiciels. Parce que récurrence, visibilité, etc. Et financement d'une vague de LBO dans l'industrie qui a été massive. On finançait des sponsors de private equity à travers de la dette privée. Donc ce risque, il est très présent, et c'est un deuxième facteur d'inquiétude qui est réel. Troisième facteur d'inquiétude aussi, c'est que ça a été un marché où finalement on a un petit peu oublié les fondamentaux.
Il y a eu beaucoup de touristes, beaucoup de nouveaux entrants qui n'ont pas nécessairement fait tout le travail d'analyse crédit, de revenir au b.a.-ba de ce que c'est que faire du crédit privé. Dans crédit privé, il y a le mot crédit, en termes de capacité à faire face à ses obligations, de couverture d'intérêts, de quantité d'actifs qu'on peut mettre face Et une au passif. clientèle différente. C'est plus que des institutionnels qui ont la capacité à tenir des positions longues, etc. Maintenant, c'est aussi du retail. Absolument. Donc on voit beaucoup de facteurs qui justifient le narratif actuel. De notre point de vue, on ne voit pas quelque chose de systémique. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des zones de stress, il y a des acteurs plus en difficulté que d'autres, mais au final, l'ensemble de l'industrie reste saine. Ce qu'on va constater aussi, c'est que on a d'une part, la composition des portefeuilles. Il y a des zones de stress, mais comme on en voit sur la yield ou sur les actions, le risque software, il n'est pas propre au crédit privé. Mais il y a aussi ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire, et ça peut-être c'est plus inquiétant, l'utilisation croissante d'instruments semi-liquides qui ne correspondent pas à la liquidité à l'actif. Quand on met des actifs illiquides dans des véhicules liquides, on prend un risque. Donc Blue Wall, c'est plus une question de gestion actifs-passifs, plus qu'une question de qualité des actifs. Les actifs ont été plutôt bien revendus. Alors, les actifs, quasiment au pair, 100%. Quasiment au pair. Et d'ailleurs, je vais revenir sur mon commentaire, on ne voit pas de risque systémique. Donc, un des reproches qu'on fait au crédit privé, c'est qu'on ne connaît pas vraiment les marques. On a du mal à savoir comment c'est valorisé. Et finalement, il y a un juge de paix pour comprendre un petit peu mieux les marques du crédit privé, c'est le secondaire. Nous, on en fait du secondaire chez Tikehau. On a un fonds d'1 milliard sur le secondaire. Et donc, de regarder les décotes que le secondaire permet d'avoir comparé au primaire. Ça, c'est un peu la seule façon que vous avez de manière quantitative de voir les marques. Et le secondaire, aujourd'hui, il n'affiche pas de stress. Les décotes n'ont pas nécessairement augmenté. On n'a pas vu énormément d'acteurs sortir du bois avec des portefeuilles sur le secondaire. Et les transactions récentes, y compris parmi les acteurs les plus en difficulté, on parlait de Blue Wall, se sont faites assez proches du PER. Donc ça n'engage à rien sur la suite. J'entends. On a une réalité de stress sur la classe d'actifs qui est réelle. En revanche, de notre point de vue, on ne voit pas de risque systémique. Et c'est confirmé par les intuitions qu'on a sur le secondaire. Bon, on a beaucoup parlé du risque de marché. Un mot peut-être de la macro au global. Mabrouk, on a eu toute une série de données sur l'économie américaine. Inflation, emploi, vente au détail, etc. Est-ce qu'on reste... Alors, est-ce qu'on avance dans un schéma de croissance sans emploi, puisque c'est un peu quand même l'enseignement de 2025, après les révisions massives qu'on a vues sur le marché du travail. On a une économie américaine alors qui a un peu ralenti, effectivement. On a dû passer de 2,8 à 2,5 ou 2,4, je crois, de 2, pardon, sur la croissance annuelle 2025, avec peut-être une économie américaine qui n'a pas créé d'emploi ou qui en a peut-être même détruit, d'ailleurs. Oui, non, mais effectivement, c'est un des enseignements, une des particularités en fait de ce cycle, une croissance sans emploi. Et ça peut tenir, ce schéma-là. Alors, ça peut pas tenir, on va dire, éternellement. Donc, globalement, on peut pas non plus avoir ce genre de situation de croissance, on va dire extrêmement, dépourvue d'emploi. À un moment donné, ça va forcément se solder sur un des agrégats macro, notamment la consommation. Donc, on parlait effectivement, vous évoquiez le profil en cas sur les entreprises, mais on a évoqué le profil en cas également pour les ménages. Donc, avec les hauts revenus qui tirent grâce à l'effet richesse et les bas revenus qui contribuent assez peu et qui sont tributaires, eux, du marché du travail, par ailleurs. Ça a toujours existé dans l'économie américaine. J'ai toujours défendu l'idée que c'était pas une nouveauté, que c'était pas une surprise. Sauf que c'est la proportion aujourd'hui qui est un peu plus, qui est beaucoup plus forte qu'elle ne l'a été historiquement. Mais au-delà de ça, fondamentalement, si on regarde un peu, si on fait l'autopsie de cette croissance dépourvue d'emploi, il y a un choc d'offre, un choc de demande. C'est-à-dire qu'en gros, un choc d'offre, vous avez grande démission, politique migratoire. Donc globalement, il y a moins de monde qui est présent sur le marché du travail. Choc de demande, on a un ralentissement cyclique américain, vous l'avez décrit, 2025, ça a ralenti. Mécaniquement, on applique des lois macro toutes bêtes, la loi d'Okun, et on montre qu'une croissance plus faible génère moins de jobs. Jusque-là, on n'a rien dit de spectaculaire. La conséquence, c'est pour après. C'est-à-dire qu'en gros, c'est en termes de politique monétaire. C'est là où ça va être très intéressant. C'est de dire, est-ce qu'on a besoin, et on a tous en tête ce chiffre de 200 000, 230 000 créations d'emplois, pour avoir finalement, pour stabiliser l'entrée, le flux d'entrée, le flux de sortie, et avoir finalement un marché du travail qui se comporte relativement bien, qui est en phase avec la réalité macro, ou bien il en faut moins. Et s'il en faut moins, ça veut dire que 100 000 créations, ça pourrait suffire pour l'économie américaine. Et il n'y aurait pas besoin de s'affoler, entre guillemets, en termes de politique monétaire, sur des niveaux de taux qui devraient être ajustés en fonction de l'état du marché du travail.
Et alors si on reboucle, si on tire un peu la tendance encore plus loin, en disant, il y a peut-être des gains de productivité. Je ne les impute pas à l'IA, attention. Hein. Donc, des gains de productivité qui sont en train d'émerger avec une transformation technologique, etc., progressive, que l'on voit et on voit certaines entreprises qui produisent autant avec moins de main-d'œuvre, hein, clairement. Et bien, du coup, ça voudrait dire que demain, la Fed pourrait être amenée à ne pas du tout baisser ses taux d'intérêt directeurs, en tout cas en 2026, ce qui est un scénario qui n'est pas du tout, en tout cas, assez peu pricé par le gain de marché. productivité, ça équivaut à une croissance potentielle peut-être plus élevée. C'est ce qu'il faut comprendre. À long terme, effectivement. À court terme, en fait, il y a une espèce de courbe en J, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu schumpeterien, cette affaire. Hein. Donc, en gros, on produit plus avec moins. Hein. C'est ça. On produit plus avec moins. Il y a des destructions d'emplois au préalable, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est plus efficace dans sa manière de produire, on augmente son potentiel, on produit, on délivre plus de marge, et on peut même monter les salaires sans pour autant engendrer plus d'inflation. C'est-à-dire qu'en gros, on a un COSM qui est effectivement beaucoup plus favorable pour une croissance de long terme. Mais ça, effectivement, il faut se dire, faut patienter. À long terme, effectivement, ça va délivrer des résultats positifs. À court terme, c'est plus difficile. Mais sur la macro, globalement, il n'y a pas de changements fondamentaux, pardon. Ça reste positif. C'est en train de s'améliorer un peu partout, notamment en Europe. C'est jamais spectaculaire, mais bon, ça poursuit son petit bonhomme de chemin. Et fondamentalement, la croissance mondiale, quand on la regarde cette année, quand on la compare à celle de l'an dernier, ça est peu ou prou la même. Donc, bon, globalement, pas de... J'ai rarement vu autant de gens convaincus qu'effectivement, le risque était pas macro. Non, mais on en a vécu des années quand même où dans les classements des principaux risques, dans les sondages, etc., le risque macro était quand même souvent devant. Là, j'ai l'impression que c'est pas un risque, en tout cas, qui est... c'est le risque de récession qui était souvent évoqué. Oui. Là, personnellement... Un risque macro. Oui, non, mais c'est fort, c'est un risque extrême, en fait, en macro. Oui, bien sûr. Non, d'accord avec cette idée, non, pour moi, le risque qu'il y a, il est avant tout sociétal. Voilà, c'est que si on crée... si l'intelligence n'a plus de valeur, vous inversez la hiérarchie des métiers et là, en effet, vous créez sociétalement un vrai sujet. Donc voilà, pour moi, il est avant tout sociétal. En effet, je suis assez complètement d'accord. La macro, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est plutôt relativement solide, un soft landing. Relativement solide sur les US, l'Europe qui est plutôt mieux, l'Asie qui se tient aussi. Donc, si c'est un risque sociétal ou social, comme vous dites, ça veut dire qu'il faudra mettre face à ça des dépenses sociales, alors qui existent déjà dans bon nombre de pays, mais pas partout. Et il faut capitaliser sur l'idée que oui, dans la série dépenses fiscales, dépenses budgétaires, il y aura aussi une composante sociale peut-être plus importante demain encore. Je pense qu'en tant qu'observateur de marché, il faut admettre qu'on est aux limites de c'est-à-dire que de vous ce qu'on n'avez peut pas savoir. De ce qu'on peut savoir, c'est-à-dire que historiquement les chocs de productivité ont toujours été très créateurs de valeur, mais avec des chocs sociaux. La révolution industrielle au XIXe siècle, il y a quand même eu plusieurs révolutions et autres. Donc voilà, ça se fait pas tout seul. Il y a quand même beaucoup de perdants et des périodes de transition qui sont complexes. Et on va sans doute vers ce type de choses. Donc on va avoir, à mon avis, des marchés qui vont rester dans ce contexte-là, avec beaucoup de dispersion, avec beaucoup de mouvements, beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'ajustements. Ça, je pense que c'est évident et faut l'avoir en tête. Et on a sur les 15 dernières années une vraie stabilité à la fois de la croissance, des politiques économiques, des niveaux de taux et autres. Je ne pense pas qu'on va revenir dans ce monde-là. Ça, c'est évident. Après, vous avez un vieillissement accéléré de la population. Ça va dépendre de la vitesse d'adoption, ça va dépendre de la vitesse de la technologie, ça va dépendre de plein de choses. Donc, au final, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des ajustements. Voilà, et des périodes de volatilité. Après, moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est plutôt positif au vu, en effet, du vieillissement accéléré de la population. Ça peut être une réponse. Ça peut être une réponse. Gardez la parole 30 secondes. Là. C'est quoi les grandes lignes directrices d'une stratégie d'investissement pour vous chez Sycomore aujourd'hui
rapport à ce qu'on a dit, on n'a pas évoqué tous les sujets, bien sûr, mais où est-ce qu'on est le plus confortable aujourd'hui en matière d'investissement là ? Nous, de toute façon, on est plutôt constructif. Donc, si on est constructif côté action, on est constructif dans l'IA. Ouais. Par contre, nous, ce qu'on dit, c'est qu'à partir de maintenant, on est passé d'une technologie exploratoire à une technologie qui va s'étendre et qui va arriver à une taille industrielle. Donc, il faut jouer sur tout. Voilà. Donc il faut diversifier. Donc là, la chaîne de valeur de l'IA est beaucoup plus large. On se diversifie et c'est extrêmement positif parce que si vous avez une vraie révolution, a priori, elle va se diffuser dans toute l'économie. Donc il est normal qu'à un moment ou un autre, on l'a vu sur l'internet, hein, vous avez concentration puis libération. Donc on est dans cette phase-là. Et donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, comme on a des positionnements qui sont extrêmement affirmés, il faut essayer de trouver des situations un peu asymétriques qui vous donnent de la diversification. Nous, on aimait bien l'Europe en début d'année. Ça, pour l'instant, ça peut bien sûr constater que ça fonctionne bien. Ouais. On aime bien l'Asie aussi. Voilà. Après, les positionnements se tournent très vite, hein, mais l'asymétrie, c'est intéressant. Entre gestion tactique et horizons un peu plus fondamentaux, là, hein, comment vous aimez être positionné aujourd'hui chez Tikehau On regarde le long terme, hein, par défaut. On a beaucoup de mal sur le court terme à se positionner correctement. Sur le long terme, notre pari, c'est qu'effectivement, cette rotation, elle doit pouvoir continuer. L'économie réelle, le cycle, la value, tout ça, dans un moment où les économies se portent bien et il y a du stimulus en plus, hein, quand même difficile d'en demander plus. C'est intéressant de continuer à jouer cette carte-là. Donc ça, c'est une vraie thématique. Et quand on a dit ça, on a aussi un peu fait le cas pour l'Europe, qui a beaucoup de vertus dans ce cadre-là, avec un marché plus cyclique, moins cher, et qui doit pouvoir en bénéficier. Sur la tech, je donnais quelques intuitions un peu plus tôt. Nous, on fait le pari qu'il faut se positionner aujourd'hui sur les gagnants de l'IA, que c'est un point d'entrée, que les valorisations ne sont pas exigeantes, que l'histoire va accélérer, que ça va être une année d'adoption. Quand on a vu ce qui se passe avec les softwares en un week-end via Anthropic, on comprend qu'en fait, effectivement, les choses s'accélèrent. Et que finalement, c'est un bon moment, un moment où les valos ne sont pas exigeantes pour beaucoup de ces acteurs, de se positionner. Donc voilà, on n'est pas timide vis-à-vis de ça. Et ça permet au final d'avoir des positions qui sont relativement diversifiées, avec cet alpha IA d'une part, mais aussi cette idée que le cycle va pouvoir porter le reste du portefeuille. Brièvement, globalement, on reste vraiment exposé marché action de manière générale. Et en fait, ce qu'on va aller chercher, c'est de se dire, au fond, quels sont les secteurs qui sont connectés finalement à cette histoire américaine d'intelligence artificielle et de tech. Donc, typiquement, ce que j'expliquais tout à l'heure, les semi-conducteurs en Asie, on va aller chercher de la robotique, on va aller chercher tous ces thèmes-là, en fait, qui sont joués géographiquement, principalement en Asie, mais aussi via le Japon. Alors, le Japon, il y a une histoire aussi particulière. Et puis, il faut bien apporter la diversification. Alors, il y a quand même cette histoire. Est-ce que l'or est-ce que l'or est un actif de diversification? Est-ce que c'est une valeur refuge? C'est pas une valeur refuge d'après nous, parce que globalement, on ne peut pas avoir une valeur refuge qui se comporte d'une manière aussi volatile. La valeur refuge, ça reste, et on le voit encore, les treasuries, le dollar, enfin, n'en déplaise effectivement aux haters du dollar. Mais globalement, on va aller quand même chercher de la dette d'entreprise, notre TIG, parce qu'on l'aime bien et qu'elle apporte de la diversification et qu'elle fait le même boulot finalement que de la dette d'État. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Mabrouk Chetouane, Natixis ICM, Pierre-Alexis Dumont, Sycomore Asset Management et Raphaël Thuin, Tikehau Capital.